amis, c'est Thibaut Vézirian, ravi de vous retrouver sur la First Team. C'est reparti pour la vraie première du First Talk Foot saison 1, épisode 1. Aujourd'hui, on est là et on sera là chaque vendredi avec vous. N'hésitez pas à poster vos commentaires, nous envoyer vos vidéos, vos questions par exemple en vidéo sur le Facebook de la First Team, le compte Twitter. On est là pour y répondre. Vous nous avez vu pour une preview mardi pour le grandiose PSG Barcelone. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1. Et Erwan Abotret est avec nous. Il avait eu du nez mardi. Il avait donné la victoire du FC Barcelone. Ouais, il y en était beaucoup à l'avoir donné. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui avait misé ce 4-0. Il y en a qui l'ont fait. Ils ont mis 10 euros, ils en ont gagné 1000. Bien joué à eux. Et en tout cas, je chante. Mais en effet, peu de gens avaient vu la victoire du PSG. À mes côtés, comme chaque semaine, notre expert, notre M&M, Manu Moine. Salut Thibaut, salut à tous les amis, et on s'était pas trompé dans l'animation un petit peu tactique qu'on avait annoncé sur la preview. Et aujourd'hui, on reçoit non pas un, mais deux invités exceptionnels. D'abord un Parisien, fan de JJ Okocha, il a plus d'1 185 000 abonnés sur son compte YouTube, Le Kemar. Merci. Bravo, on va applaudir aussi vous, chez vous. Le Kemar qui était encore dernièrement avec ses amis de France 98, on l'a vu ici, ils ont immortalisé le moment. Christian Carambeu, c'est un vrai pote. Hein. Les soirées avec Christian, ça donne quoi? Avec Carambeu? Ouais, bah bien sûr, Christian, cri-cri. On en parle plus tard parce qu'il y a eu des trucs un peu particuliers. Bon, on est ravis aussi que Jean-Michel Aulas ait laissé exceptionnellement quitter Lyon à notre ami John Rachid, ici présent. Merci Jean-Michel. Lyonnais, John Rachid, ex-footballeur émérite également, puisqu'on le voit ici, il avait du level, il avait de la touche à l'époque quand il était international. Algérien, bien sûr. La belle époque. Hein. Ouais, c'était très bien, je me rappelle très bien. 25 sélections, Ouais. 0 but. Ouais, mais ça, c'est joué à rien. Oui, ouais, Un à tac, chaque fois, un à chaque truc. fois. Un ballon dévié. Mais ouais, mais j'avais pas le niveau, c'était pas encore l'heure pour moi. En tout cas, John Rachid est l'ami des stars du foot, mais c'était avant son succès sur YouTube, car regardez, on l'a vu dernièrement avec Karim Benzema, c'est sûr, mais on l'a vu aussi en pleine jeunesse avec Karim Benzema. Et regardez, ils étaient amis déjà tout jeunes, tout minots. C'est vrai, putain. Ça aussi, c'était la belle époque. C'était en boîte, ouais. C'était avant d'être en sélection algérienne. Ouais, c'était dans ma petite jeunesse. Et ouais, putain, je me rappelais plus de ce truc. Non, arrête. Non, c'est toujours ça. Je me rappelle plus que je l'avais republié, en fait. Je me rappelle de cette photo, mais je me rappelle plus que j'avais republié ce truc. Bon allez, au sommaire, aujourd'hui on parlera évidemment de PSG, FC Barcelone, parce que Erwan et Thomas y étaient au stade, ils ont eu la chance d'y être et pas nous. On parlera aussi de l'Olympique Lyonnais. Que pensez-vous de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui qui vit une saison sous forme de montagne russe? On a un fan ici qui suit énormément le club, John Rachid, il nous en parlera. 6-9. Allez, sans plus tarder, c'est l'heure des news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten. Manchester United recevait l'AS Saint-Etienne en 16e de finale aller de l'Europa League ce jeudi soir. Bravo d'abord aux près de 3000 Stéphanois qui étaient présents et qui ont mis le feu à Old Trafford ce jeudi soir, mais aussi des centaines qui étaient venus juste pour participer dans la fan zone à Manchester et qui sont arrivés dans la journée de jeudi à Manchester. C'est magnifique l'ambiance qu'ils ont mise, regardez ça. Bon, par contre, le souci, c'est qu'il y a eu 3-0 au match aller, donc c'est fort mal embarqué pour les Stéphanois. Première question, Kemar, dis-nous, t'as vu le match? J'ai vu le match en effet Ouais, sur la chaîne BeIN. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il y a eu plus de 500 000 spectateurs, je crois que j'ai regardé les audiences. Très beau match. Pas mérité malheureusement, j'ai regardé tout le match et malheureusement, Bon, le Zlatan a eu beaucoup de chance. Moi, depuis qu'il est parti de Paris, c'est vrai que je le supporte un peu moins. Et là, bon, il a marqué 3 buts, on sait pas pourquoi. Bref. On sait pas pourquoi, Manu, pourquoi Zlatan a marqué. Ouais, alors. si on sait, C'est le bourreau on le rappelle, c'est le bourreau des Stéphanois. C'est l'équipe contre laquelle il a marqué le plus de buts. 14 rencontres, 17 buts inscrits pour Zlatan. C'est juste de la folie. C'est de la folie, il est bien aidé par l'arbitre quand même un peu, on peut le dire hier, parce que l'arbitrage a été un petit peu maison, voilà, on va dire ça comme ça. Après, honnêtement, moi j'ai pas vu une super équipe de Saint-Etienne, une équipe combative sur la première période, complètement dominée sur la deuxième, et surtout une équipe inefficace devant le but, 8 tirs, 0 cadré, je pense que tout est dit à ce niveau-là, tu peux pas te permettre Ouais, d'avoir c'est ça, ils ont eu ces les- stades-là. Tu te dis, t'es un peu dur. Ils font quand même une grosse dernière demi-heure en première mi-temps où ils les bougent un peu, Munich. Ils sont pas récompensés par leur effort parce qu'effectivement, en frappant à 2 mètres au-dessus de la barre, c'est compliqué de mettre des buts ou alors c'est plus le même sport. Mais bon, 3-0, c'est quand même sévère. On voit des buts quand même avec une réussite. Insolente. Ouais, Moi, ça me dérange pas. Vraiment, C'est pour cette ça que défaite ne me dérange pas. Vraiment, on lui demandait pas son avis du coup parce que justement on s'attendait à ce type de réaction. c'est On pas l'a très préparé. grave. C'est pas vraiment l'info de ouf de ce jour-là. c'est pas la meilleure des news. Non, si, c'est pas grave, moi ça me dérange pas du tout. Non mais pour le coup j'ai regardé la première mi-temps parce que quand même j'essaye de voir un petit peu le Zlatou jouer
Et c'est vrai que c'était injuste de ouf parce qu'ils ont poussé de ouf. Et c'est tout ce que je dirais sur les Stéphanois. Derrière, j'en ai rien à foutre. Stop. Je peux pas plus dire. Il y a eu en effet un vrai tournant du match. Nolan Roux en fin de match qui aurait pu égaliser sur l'un partout et ensuite ils prennent 2 buts en 10 minutes. Ils ont laissé passer leur chance et c'est foutu pour dans 15 jours à Geoffroy Guichard. C'est mort, on va pas se mentir. Après, t'as pas un grand Manchester qui est en face. Honnêtement, j'ai trouvé que cette équipe n'avait pas liant, il n'y a pas de créativité. Ça combine bien sur les côtés avec des joueurs qui ont apporté de l'impact comme Valencia ou aussi Martial qui a fait un très bon match. Mais honnêtement, c'est faible. Non, honnêtement, c'est faible. Moi, je trouve ça assez combatif, c'est valeureux, c'est très faible. Allez, autre news de la semaine, 5-1, c'est la fessée infligée par le Bayern Munich à Arsenal en Ligue des Champions. Arsenal torpillé face au Bayern. Les fans revendent déjà leur place pour le match retour à Londres. Arsène Wenger, on peut lui dire bye-bye, c'est la saison de trop. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, par exemple, Kemar ? C'est vrai que c'est la saison de trop. Ouais, en fait, Arsène Wenger, aujourd'hui à Arsenal, il est en fin de cycle ou après tout ce qu'il a amené au club, ou qu'est-ce qu'on peut en penser ? Mais moi, je ne vois pas partir du tout. Hein. Vraiment. Il part un jour quand même. Il est en fin de saison. Là, il est en fin de contrat à la fin de saison. Mais il est tellement ancré dans ce club que, depuis que je suis petit, je crois, même. Et c'est compliqué de se dire que ce mec va partir de ce club. Hein, il cherche pas un entraîneur à Lyon ? Ah si, mais ce serait magique, putain, ce serait beau. Mais la bonne question, c'est déjà, il y a qui sur le marché pour le remplacer ? Parce que tu sais ce que tu perds. Genesio. Tu sais ce que tu perds. Il y avait Franck Passi aussi, mais il a signé à Lille, dommage pour eux. Mais tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu vas voir. Tous les grands coachs, pour l'instant, sont maqués dans d'autres équipes. Maintenant, on arrive clairement, comme vous le disiez, sur une fin de cycle. Alors, il assure les minima parce qu'il a un gros club. Il est tout le temps en 8e de finale. Je crois que ça fait 7 ou 8 fois d'affilée qu'ils vont en 8e de finale de Ligue des Champions. Alors oui, dans la régularité, mais au bout d'un moment, Arsenal, ils ont envie aussi de recruter aux demi-finales ou au final de Ligue des Champions, franchir des caps, jouer aussi le titre jusqu'au bout, ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais soulever un peu des trophées. C'est bien beau d'être régulé dans des résultats corrects, mais est-ce qu'Arsenal a envie d'être correct ? Ils ont envie d'être au-dessus, je pense. Kemar, tu as eu le temps de réfléchir du coup sur le cas Arsène Wenger. Comment ça se passe ? C'est la saison de trop. Non, est-ce qu'on pourrait peut-être bosser à la régie, essayer de trouver la photo d'Arsène Wenger quand il avait son manteau qui arrivait jusqu'ici. Pas cool ce que tu fais. Non, la régie, non, il n'y a pas ça. Tu viens de mettre un incendie dans la régie, mon ami. Ils se sont barrés en fait. Parce que j'ai juste cette photo en tête, je ne sais pas si vous la connaissez. Mime l'a refait. Non, mais je sais pas, il a vraiment un manteau qui arrive jusqu'ici. Du coup, c'est pas parlant. Peut-être que je vais la mettre sur mon portable. Au bord du terrain, c'est ça ? Ouais, non, mais il était là parce qu'il y a peut-être une dizaine d'années et déjà là, ça sentait mauvais, quoi. Il était en slip aussi pendant la Coupe du Monde au Brésil pour aussi, faire un beach volley. Il y a des gros soucis vestimentaires avec Arsène Wenger, mais c'est peut-être pas le principal problème, Manu, à Arsenal. Il est fit, Arsène Wenger. On sait qu'il mange pas beaucoup. Il mange pas beaucoup, Arsène Wenger. Non, plus sérieusement, bien sûr que. On est tous d'accord, je pense que c'est un fin de cycle pour Arsène Wenger. Maintenant, je pense que le problème est plus profond pour Arsenal. Quand tu dis qu'il y a eu un club comme Arsenal, un salary cap, t'hallucines complet quand même, qui est propriétaire de son stade, qui a des revenus publicitaires, enfin, je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. Et quand tu regardes les investissements qui sont faits sur le marché des transferts, c'est pas au niveau d'Arsenal, pas au niveau en tout cas. Ils n'arrivent pas à faire des gros coups. C'est jamais eux qui ont les premiers choix sur l'été, sur les gros joueurs. Oui, parce que tu sais que tu viens dans un club de losers aussi. Je pense que ça doit jouer quelque part. Tu vois. Loser, après ça, tu peux vite. T'as pas un titre depuis 2004. Mais tu peux vite inverser la tendance quand même. Il y a les infrastructures et pour qu'ils réussissent. Arsenal, tu vois ce que je veux dire, on parle pas du SCO d'Angers, quoi. Notamment, j'ai vu. Des belles barres de traction dans la salle de sport. Ouais, dans la salle de sport, c'est très très beau. Ils ont des barres olympiques à la muscu aussi, c'est beaucoup mieux. Non, mais il y a une vraie colère des supporters parce qu'en même temps, les prix pour le stade ont énormément augmenté et t'as pas de jeu, il n'y a rien. Enfin, c'est triste. C'est vrai que c'est devenu un stade bourgeois. Il n'y a pas de bruit à l'Emirates en ce moment. C'est le Parc des Princes à côté. D'ailleurs, tu parlais, excuse-moi, je fais juste un retour, tu parlais de Saint-Etienne hier et des supporters, on l'a vu sur l'écran. Je ne sais pas si vous avez entendu tout le match, les annonces du speaker qui demandait aux Stéphanois de rester assis, de ne pas cramer des fumigènes et tout, c'était marrant. Ils foutent tout le temps le bordel où ils vont. Ouais, c'est incroyable. Rester assis dans un stade de foot, bah oui, c'est vrai qu'on a que ça à faire dans un stade de foot de rester assis. Allez, la troisième news de la semaine, on file à Lille où Franck Passy vient d'être nommé nouveau coach. En attendant certainement Marcelo Bielsa qui était cette semaine à Paris pour négocier apparemment son arrivée dans le Nord. Exit donc Patrick Colo. Après un mois de janvier compliqué, un mercato très animé. Il a donc signé un contrat de 4 mois, 13 matchs pour sauver le club. C'est la bonne solution. Franck Passy, bon, il rigole déjà. Franck Passy, la bonne solution. T'as Patrick Colo, bon, ça marche plus trop. Tu le renvoies à son métier de formation et tu prends Franck Passy. Enfin, apparemment, ils cherchent des coachs à charisme à Lille. Hein. On cherche des mecs, on impose. Tu sais, mon ami, qu'est-ce que tu fais avec Franck Passy? Faut arrêter. Sans les antécédents à Marseille. Non, mais on l'a vu. Voilà, à Marseille, on a vu ce qu'il a fait. C'est un besogneux. C'est pas un talentueux. Non, mais c'est un gentil garçon. C'est un besogneux. Mais il a pas d'idée. Il faut arrêter de choses que je te dire. Il a pas dit. Et en plus, Bielsa lui a amené un petit peu de crédit. Il a eu cette chance-là.
C'est lui. Donc tu transmets ton club là, qui vient de il se fait faire juste racheter l'intérim. dans les mains. Mais même, tu as 13 matchs pour maintenir le club, tu les files à Passy. Non, Ce qu'il faut voir, c'est que c'est déjà le bordel dans le vestiaire à Lille, parce qu'il y a eu 7 recrues là cet été. Les joueurs qui ont signé en début de saison et qui ont vu la passation entre Antonetti et Colo, justement, étaient très attachés à Colo parce qu'ils disent qu'avant le mercato, il y avait des choses qui avaient été mises en place et qu'ils ne comprennent pas les 7 arrivées qu'il y a. Donc, il y a une interview, je crois, de Palmieri dans la Voix du Nord qui dégaine. Je ne sais pas du tout, avec le charisme qu'a Franck Passy, et malgré tout le respect qu'on lui doit, je ne sais pas comment il va gérer cette chienlit, aurait dit le général de Gaulle. Lille descend. Mais c'est possible. Catastrophe, c'est quoi. possible. Ils ont un nouveau stade, tu vois. Ils viennent d'être rachetés. Imagine, ils descendent en Ligue 2. Mais Marcelo va arriver au mois d'avril au lieu d'arriver au mois de juin, non? Paraît-il qu'il vient. Bielsa, on peut vous le dire, on a les infos, c'est quasiment fait. Il vient même s'il descend en Ligue 2, paraît-il. Ouais, peut-être, mais ça, j'en suis un peu moins sûr. Mais en effet, Bielsa à Lille, voilà, il arrive pour faire l'intérim, Passy, et Bielsa, ce sera peut-être même son adjoint ensuite dans la foulée cet été. Si toi qui es futur président de club, tu le prends, Passy, en tant que coach? Bien C'est sûr. ton premier choix. Plutôt 2 fois qu'une. Tu prends le chanteur. Toi, tu prends le chanteur. Joli. Facile. Moi, vraiment, je pense que Jean-Michel Aulas, c'est un message pour vous, président. Prenez exemple sur Lille. Hein, il y a un moment, il faut changer. Prenez pas si. Mais peut-être pas en cours de saison. C'est peut-être pas une bonne idée non plus. Mais non, mais si, parce que là, on voit bien que. Enfin, moi, on va en parler de Lyon. Regarde tes cartouches, on va en parler tout à l'heure. Méga teasing, on va en parler dans quelques instants. Juste dire pour Bielsa qu'il a quand même fait le coup à Lazio cet été, il a fait le coup à Marseille l'été d'avant. Je sais pas comment tu peux être naïf quand même en te disant que le mec ne peut pas te mettre un lapin au dernier moment. Même si les informations sont certainement plus fort qu'avec les patrons de la Lazio. Enfin, on verra ça, on aura l'occasion d'en reparler dans le First Talk Foot. Certainement, toujours des rebondissements à l'OM, entre de Lille à l'OM, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un entraîneur, il n'y a qu'un Franck Passy. Lassana Diarra quitte le club d'un commun accord. 41 matchs, 37 titularisations en un an et demi. Il est arrivé à l'été 2015 et seulement 11 titularisations cette année. On dirait un peu du Javier Pastore. Alors Manu, c'est quoi cette affaire Diarra? Ça se finit en autre boudin. C'est long, ça avait commencé avec cette fameuse clause. On ne sait jamais vraiment si cette clause a existé ou pas entre Labrune et Diarra qui devait être libéré en fait à la fin de saison dernière, notamment s'il avait des propositions. Il y a son salaire qui était très bas, 160 000 € brut par mois. Et il y a aussi eu l'arrivée de Garcia. Les fins de mois étaient compliqués. Non, mais attends, pas se mentir. Pour un joueur je suis désolé. Pour un mec comme Lassana Diarra, c'est pas beaucoup. Voilà. C'est dans le sens, mais je te jure. Le salaire de Christophe Josse, d'avoir 160 000 par mois pour Lassana. Il a des informations. Je paye D'où Christophe. tu tiens tes infos? Ouais, c'est incroyable. Mais il les mérite. Non, mais voilà, et si tu veux, ils sont pas d'accord. Et Garcia arrive. Garcia, au début, apparemment, des informations qu'on a, voulait le garder. Il est très copain avec Patrice Evra, qui a fait aussi un petit peu de lobbying. Mais il y a eu une histoire de temps de jeu. Comment dirais-je, Diarra devait avoir du temps de jeu sur le dernier match. Il n'en a pas eu. Il y a eu les sifflets des supporters. Tu crois vraiment que c'est ça, au bout d'un moment? C'est une excuse. On va falloir employer le mot qu'il faut pour Lassana Diarra, c'est mercenaire plus. Mais ils sont tous mercenaires. Non, mais lui, il s'en cache même pas. Lui, il s'en cache même pas. C'est n'importe. Il vient, bien sûr. Il a voulu mettre une carotte à son ancien club russe. Il prend une amende. Il demande à son nouveau club de régler l'amende. Il n'a pas envie de jouer. Alors, il aurait fait énormément de bien à l'OM. Au bout d'un moment, tu n'as pas envie de jouer dehors. C'est en train de reconstruire l'OM. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en train de reconstruire un club. Tu peux pas perdre du temps. Si l'OM est sur un Champions Project, normalement, tu gardes Lassana Diarra. Alors, tu donnes peut-être pas les 12 millions qu'il doit au Lokomotiv Moscou, mais tu rehausses son salaire, tu donnes des garanties, tu l'installes. Tu crois qu'ils n'ont pas essayé de le garder? Je sais pas. C'est pas la sensation que ça donne. Moi, j'ai vu l'OM s'enflammer d'un coup. Ils ont recruté de ouf. Ils sont réveillés. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Ils ont pris Sertic quand même. Justement, tu perds Diarra et c'est Sertic qui devrait jouer. Sertic ou vainqueur qui va jouer à sa place. Champions Project. Comme ça fait mal. Samedi 17h, l'OM reçoit Rennes sur Canal+ Sport. Tu seras devant justement pour suivre. Ce week-end, je vais faire un petit break l'OM. J'ai envie de profiter de mon week-end. Je ne vais pas regarder l'OM. Donc il y a des doutes en tant que supporter quand même. Moi, j'ai un message pour Gourcuff. Fais jouer mon pote Mehdi Zéphane. Il faut le faire jouer. C'est un coach Gourcuff. Non, Bayonne, il a rien à voir dans l'histoire. Le coach Gourcuff, fais jouer mon pote Mehdi. Mehdi, il a pas assez de temps de jeu, il faut qu'il joue. Voilà, je le dis, c'est moi. Je vais rien changer du tout. Mais j'aimerais bien que mon pote joue. Mais surtout que par rapport à Rennes, en plus, il y a quand même des soucis pour faire juste une parenthèse sur Rennes. Les résultats sont hyper en dents de scie, donc il a sa place. Il a vraiment sa place ou c'est la pure amitié? Il déteste parce qu'il joue pas depuis. C'est quoi les qualités de Mehdi? Mehdi, tu devais le vendre si tu étais l'agent de Mehdi là. C'est mon pote. C'est mon pote, formé à l'OL.
Bon. Voilà, formé à l'OL, très bon pote. Il y a juste des sentiments là. Il y a des sentiments, mais non, je suis sûr qu'il peut faire une diff. Et de toute façon, si ça marche pas, faut bien tester des trucs. Hein. Mais après, c'est cool sur un terrain quand t'es sympa. Voilà, et en plus, il y a une folie. C'est une équipe très algérienne. Très algérienne. Ça me dérange pas. Bon, puisqu'il faut satisfaire tout le monde sur ce plateau, on vient de parler de l'OM, et ben on va parler du PSG. Fantastique PSG Barcelone, un soir d'extase au Parc des Princes. C'est le focus. Erwan Abotret et Thomas Dufan sont des grands privilégiés. Ils étaient au Parc des Princes mardi soir pour PSG FC Barcelone et ils ont vécu ça. Passé après ce premier quart d'heure, cette ouverture du score d'Angel Di Maria, on revoit l'arrêt sur image. Il y en avait un qui était plus passionné que l'autre apparemment. Thomas ou Erwan, cette photo magique, ce moment de joie dans les yeux d'Erwan, on l'a en image normalement. On peut vous le proposer. Il n'y a pas de gel. Après, pas tout à fait. Il n'y a pas de gêne. Voilà, Thomas et Paul, que notre chef d'édition était là, c'est des grands supporters du PSG. Ils ont exulté. Moi, j'ai assisté à un super match de très haut niveau. Voilà, j'avais un regard de spectateur. J'en ai pas moins. J'en ai pas moins. Et c'est pas pour autant que j'ai pas pris du plaisir à regarder ce match. Regarde caméra. C'était marrant et bravo, ils ont fait un super match, on va y revenir. Bon, tout le monde a vu le match. Oui. Ouais. Comme il y avait plus de 1 800 000 personnes devant beIN Sport, c'était vraiment un moment, à part le temps s'est arrêté. Kemar, fan du PSG, fan de JJ Okocha, là tu as vu quand même un autre niveau, encore plus. Très belle presta de Draxler, l'allemand, très efficace. Marco Verratti, bien sûr, hors norme. Non, tout le monde a bien joué en fait. Mais c'est rare, justement, en Ligue des Champions, où Paris joue comme ça. C'est vrai qu'avec Lolo Blanc, il cartonnait en Ligue 1 et puis en Ligue des Champions, bizarrement, ça jouait à l'envers. 3-5-2 quoi. Et là, très beau. Voilà, c'est pas très intéressant parce que tout le monde l'a vu. Non, voilà. mais l'émotion, et puis l'émotion d'un supporter, oui. justement, parce que c'est pas tous les jours qu'on vit des soirées comme ça. Exact. Même certains non-supporters parisiens ont pu vivre un grand match de foot et vivre des choses. Alors moi je suis pas du tout supporter parisien, j'en ai rien à foutre aussi. Je crois que c'est un stade en dessous de Saint-Etienne. Parce que vraiment, mais quel kiff, que nous qui sommes en difficulté défensivement, mais cette défense, à chaque fois que Messi prenait le ballon, je voyais 4 personnes arriver sur lui, rien ne passait, mais c'était vraiment un kiff de ouf. Vraiment, j'ai pris un kiff, c'est la première fois de ma vie que j'ai pris un kiff à regarder un match de Paris, quoi. Incroyable. Citation. Non mais c'est vrai. Ouais, on va le mettre, on a un liner, normalement on peut afficher les meilleures citations de l'émission en dessous. Non, et vous votez, sondage sur Twitter, quelles sont les meilleures citations de l'émission et vous pouvez gagner plein de lots parce qu'on aura plein de trucs à vous faire gagner prochainement dans le First Talk Foot. Ah ouais, des cadeaux. Ouais, des cadeaux, des places au parc et tout, je vous l'annonce. C'était un mélange bizarre de kiff et de jalousie. Il y avait vraiment les deux dedans. Mais il a raison. Quand t'es pas supporter du PSG, ce qu'on est. Et mais c'est vrai que c'est ça, t'es un peu jaloux parce que honnêtement là, tu tutoies les sommets. Enfin, c'est une meilleure équipe d'Europe. Tu leur marches dessus du début à la fin. Et forcément, tu fais, allez, bâtard, ils font un gros match. On va revenir sur cette rencontre en 3 points, mais juste avant, je voulais saluer un community manager, celui de Blaise Matuidi, qui a posté un post Saint-Valentin à minuit après le match, alors que Blaise était déjà presque à faire la fête. Double combo, il a voulu faire bien. Il a posté donc cette photo de Blaise avec sa femme en régie. Réagissez, faites quelque chose, aidez-nous. Il faut l'image, voilà. Non, c'est pas ça en plus. C'est l'image d'avant de Blaise Matuidi qui poste une photo de lui et de sa femme où il y a marqué Matuidi femme. Et donc, à l'arrivée, le problème, il y a eu double combo, cette erreur. Donc, qui sous-entend que Blaise Matuidi n'a pas de photo de sa femme dans son téléphone. Et l'autre, il fait partie du team Orange et c'est marqué Bouygues Télécom en haut. Donc double fail et double ration de commentaires sur les réseaux sociaux. On a parlé justement de ça avec un pote et moi je suis team défense Matuidi. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas envie de te prendre la tête, surtout tu veux pas mettre des photos privées de ta femme et toi. Moi ça m'est déjà arrivé, on me dit envoie-moi une photo pour un truc, pour une promo, un machin comme ça, je tape John Rachid dans la barre de recherche et j'envoie.
Donc, Capture d'écran. Donc c'est possible que ce soit. Sous. Non, franchement, c'est possible que ce soit lui qui l'ait fait. En mode, je me prends pas la tête, je vais pas leur donner des photos privées de ma femme et moi, et je vais taper Ça, Matuidi pourquoi femme. pas, mais là, il y avait la capture d'écran avec l'autonomie du téléphone et tout. Bah ouais, mais tu prends pas la tête, capture d'écran. Ok, Une fois, j'ai fait pareil, j'ai fait copine Erwan et en fait, il y avait rien. En fait, tu vois, donc j'ai dû envoyer une photo perso, c'est un peu plus chiant. Bon, allez, sur ce PSG, FC Barcelone, première question à se poser là, autour de table. Unai Emery, dont tout le monde salue le travail minutieux pour préparer ce match, a-t-il fait progresser depuis le mois de juillet le Paris Saint-Germain? Manu? Je vais te faire la réponse un peu bête, mais on ne peut pas savoir encore parce que qu'est-ce que ça veut dire progresser? C'est passer le cap des quarts de finale. Là, pour le moment, c'est un 8e de finale. On va attendre le match retour. Après, ce qui est super intéressant, et moi, c'est vraiment la chose que j'ai retenue sur ce match, c'est que Unai Emery est arrivé, il voulait installer et instaurer surtout un style de jeu, un style bien particulier. Ça n'a pas marché avec les joueurs au début. Il y a eu une réunion après la défaite contre Toulouse. Les joueurs voulaient revenir à un jeu plus fait de possession en 4-3-3. Et en définitive, eh ben, il gagne, on va dire, avec ses armes. Il gagne avec ses idées contre le Barça. Et surtout, il a réussi à faire adhérer tout un groupe et ça, c'est super impressionnant. Le groupe a adhéré, donc au moins pour ce match, mais vraiment pleinement. Qu'est-ce que tu en as pensé, Kemar? Tu penses que là, c'est pas Unai Emery ou c'est juste des grands joueurs qui se sont finalement fédérés pour une fois? Enfin, pour une fois, non, ils font une grande saison, mais... Non, superbe analyse, c'est bien bossé. Hein. Très très beau travail en amont. C'est couché très tard hier, je peux dire. Il a vraiment bossé le truc. J'attends de voir le match retour parce que moi je suis toujours très très sceptique. J'ai toujours peur, on va dire. Ouais. Rien quand il y avait 4-0 et tout, j'avais peur qu'on se prenne un dernier but ou quoi. Donc je sais comment pas. devant ta télé quand tu... J'étais très 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 proche de la télé déjà. Très très concentré, très très excité. Seul, avec du monde? Non, avec du monde au balcon, comme on dit. Mais après, voilà, j'ai toujours peur qu'au retour, on peut partir sur un 4-0 au bout de 20 minutes pour le Barça. Genre, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, donc il y a quand même danger, méfiance avant tout. Mais très très beau match. C'est une peur qui revient souvent. Vous y croyez que le PSG peut complètement exploser le 8 mars au Camp Nou? Moi, j'y crois pas. Mais si ça arrive, c'est dramatique pour la suite de la saison du PSG. Parce que ça veut dire qu'en 2 semaines, tu passes de l'euphorie actuelle, d'avoir démonté Barcelone, parce qu'ils les ont pas battus, ils les ont désossés. Et tu perds. Non, mais c'est dramatique à tous les niveaux. Et je pense que tu peux pas. J'ose même pas imaginer la suite pour Unai Emery et les Parisiens. Mais moi, le soir même, je me disais, au-delà d'attendre le match retour, je me disais, attends, on va quand même voir en Ligue 1 ce qui se passe quand même. Là, tout le monde s'enflamme. On sait qu'il y a un match de Ligue des Champions, il y a une euphorie, il y a quelque chose. Surtout quand tu pars un peu perdant, il y a moyen que tu arrives sur le terrain en te disant on n'a plus rien à perdre, vas-y, on y va. Et ça donne une force spéciale. Donc, il faut voir déjà. PSG Toulouse, dimanche soir, le retour des héros au Parc des Princes. C'est ça. Faut voir ce qui va se passer en Ligue 1 et après, bien sûr, au-delà de ça, le match retour. Mais d'abord, voyons en Ligue 1. Parce que je suis un peu... j'étais content pour eux, mais compétition, dans ma jalousie, je me disais, vous enflammez pas, parce qu'il y a un match de Ligue 1 qui va arriver, on va voir ce qui va se passer. Donc voilà. Pour avoir un avis éclairé sur le cas de l'entraîneur Unai Emery, on a demandé son avis à quelqu'un qui a mené toute une enquête, qui a écrit un livre aux éditions Hugo Sport, Unai Emery El Maestro. Il s'appelle Romain Molina. Il est avec nous depuis Malaga, en Espagne. Et je lui ai posé la question, Emery a-t-il fait progresser Paris? Romain Molina. Je dirais le dépassement de soi. Alors pas forcément physique, même si on a vu une énorme débauche d'énergie, mais déjà aussi dans son rôle. Exemple, Verratti est habitué un peu à tricoter, à calmer le jeu, etc. Là, on lui demande d'aller plus haut, d'avoir un autre rôle. Et par exemple, sur le 3e but, une sortie de balle qui est travaillée aux entraînements, on va Kurzawa prendre un moment donné avec une course le milieu de terrain et donc dépasser son cadre de latéral. Et je pense que c'est là peut-être le plus gros axe de progression, c'est que la plupart des joueurs, on leur demande de faire autre chose et pas simplement de se cantonner à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce qui donne des permutations, plein de mouvements et évidemment ça surprend forcément l'adversaire. Exemple parfait, c'est Kimpembe ou Marquinhos qui doivent couper les lignes et pas seulement attendre derrière et jouer de manière latérale. Emménagé là, non? Ouais, très beau. La déco, hein. T'entends au son, il n'y a pas de meubles encore. C'est les huissiers, c'est les Et huissiers. très beau t-shirt Sonic pour Romain. Juste pour Romain, c'est le même système désormais qu'avec Laurent Blanc, ce 4-3-3. Mais le jeu a complètement évolué. C'est ça la patte Emery, plus de contre? Après, il y a forcément la capacité à changer le rythme du match. Avec Laurent Blanc, et attention, c'est pas une critique, hein, c'était pas mieux ni moins bien, c'est différent. Il y avait cette idée de maîtrise un peu poussée à l'extrême. Là, avec Emery, tu sens quand même qu'il demande plus de verticalité, il demande d'aller plus vite vers l'avant, et on le voit notamment sur le pressing et également quant à la balle, c'est-à-dire que tu dois gérer à la fois les temps forts et à la fois les temps faibles, et ne pas hésiter à aller beaucoup plus vite vers l'avant, quitte des fois sauter le milieu de terrain, avec une passe par exemple des défenseurs centraux à Draxler qui arrive un peu pour la prendre de haut but et ensuite on joue. Donc il y a vraiment cette idée de changer le rythme
Et également, donc, quand on a la balle, et surtout quand on n'a pas la balle. Je pense que ça, c'est le changement le plus net. Si on a vu la pression qu'ils ont exercée sur Barcelone, ça, c'est quand même nouveau pour le PSG. Bon, merci Romain Molina depuis Malaga pour cet avis sur Unai Emery. Envoyez-lui les adresses de Conforama Ikea à Malaga. J'avais une question à lui poser. Alors, on me dit dans l'oreiller, il y a le méga décalage horaire, il va pas pouvoir. Il est déjà reparti. Merci Romain. Donc un dernier mot sur Unai Emery. Il est passé de 0 à héros dans la presse, hein, tout simplement là avec ce match. Il a préparé ses mecs, honnêtement. Vous trouvez, ouais. J'étais au stade, on avait la chance avec Thomas d'être bien placé. On a senti dès le début qu'ils étaient prêts. Parce que c'est bien beau les 4-3-3, tout ça et tout. Et ça, Manu, ça t'appartient. Mais au bout d'un moment, c'est ce que tu mets à l'intérieur. Est-ce qu'ils y ont mis l'envie dans l'impact? Ils ont fait tomber les Barcelonais à chaque impact. Je pense qu'ils sont venus, ils étaient prêts à subir Paris. Ils sont venus faire un vrai combat. Et en plus, ils se sont rendus compte que non seulement ils étaient prêts à ce combat-là, et qu'en plus, ils pouvaient, sur les premiers impacts, au bout de 10 minutes, ils se sont dit, mais attends, non seulement on peut tenir, mais on peut leur marcher dessus. Et c'est là le crédit à Unai Emery, c'est que c'est une équipe, elle était prête au combat. Parce que c'est bien beau la tactique, le 4. Au bout d'un moment, c'est l'impact que tu mets, et ça, il leur a marché dessus. Dans le sexe, par exemple. Position de missionnaire, tout le monde le fait classique, mais il y a une façon de le faire. Si t'es un peu mou, tu fais ah non, j'ai pas trop envie. Alors que si t'as la volonté, t'es là, il y a une diff, si je puis me permettre. Ça, ouais, on fera une palette la prochaine fois. Ouais, carrément. Une palette, bien sûr. Et la niaque basque, on la Moi, j'adore connaît. entendre parler Unai Emery. C'est vraiment, c'est le seul kiff que j'ai, c'est quand il parle. Une imitation? Non, j'arriverai pas. Nasser, oui, ça par contre, c'est vrai. Alors, Nasser est avec nous, donc en direct du camp des loges. Ah, Wallah, c'était un très bon match. Wallah, c'était très. Non, ça fait très très mal. Le truc de fou qu'il a sorti à toutes les caméras. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. C'était vraiment. C'est un truc de fou. Bon, ce qui ressort aussi après ce match, c'est également la jeunesse au pouvoir. Rabiot, Kimpembe ont fait des matchs exceptionnels, rayonnants. Ils étaient à un niveau écœurant pour les Barcelonais. Vous les attendiez à un tel niveau, vous, ces jeunes Parisiens, ils étaient là pour un match comme ça? Kimpembe, certainement pas. Il y avait même une vraie. Ah, bon, on passe sur Rabiot. On voit Rabiot, 12 ballons récupérés, c'est autant que les 3 milieux barcelonais réunis, Busquets, Iniesta et Gomez, même si Gomez, c'était son fantôme. Non, mais c'est quand on est jeune comme ça et qu'on a beaucoup d'attentes autour d'un jeune joueur, au bout d'un moment, il faut faire des matchs comme ça pour franchir des caps. Et clairement, ce qu'a fait Rabiot face à Barcelone, c'est ce genre de match qui te fait franchir des caps et, tu vois, et te montre que tu appartiens au très très haut niveau. C'est ce qu'il a prouvé. Ça y est, c'est devenu une star, Adrien Rabiot, pour les supporters parisiens. C'est devenu un très grand joueur grâce à ce match. Je crois qu'on a des stats des photos Instagram et ça a monté depuis son match. Il a pris combien de followers? 200. C'est pas mal. 200. Bon, Jérém 8, un mec qui c'est sur son crochet, ça, à la 38e. Ouais. Sur le crochet, Jérém 8, il a enchaîné. Il a suivi Rabiot. Non, il était très fort, hein, Rabiot, c'était beau. De toute façon, tout le monde là, c'est. Rabiot est beau. Oui, il est beau déjà. Très beaux yeux. Très beaux yeux, très belle plaquette, parce qu'il adore se mettre torse nu. Non, mais c'est toute l'équipe, quoi, franchement. Six-pack, toi, tu très beau six-pack. Non, mais il s'entraînait sur les installations d'Arsenal, on en parlait tout à l'heure. Ça, il n'en parle pas, mais c'est voilà. Faites le lien avec la partie sur Arsenal. Tout à l'heure, vous pouvez revenir en arrière et voir ce très beau moment également. Manu, sur Rabiot, Kimpembe, les deux jeunes, va falloir rééditer de tels matchs, ça va être très compliqué, mais là, ils ont marqué des points de folie. Et surtout Rabiot qui marque énormément de points, surtout un poste en fait où on nous explique en France qu'il peut pas jouer. Alors le 6, la sentinelle, paraît-il non, c'est pas possible. Ils ont beaucoup permuté. Oui, bien sûr, mais dans sa formation, quand il jouait en jeune au PSG, bon, il a joué défenseur central avec Jean-Luc Vasseur, il avait joué aussi numéro 10, mais il jouait beaucoup milieu box-to-box, le 6, qui mettait du lien justement entre la défense et l'attaque. Et on l'a retrouvé là-dedans, à casser les lignes, et même Kimpembe l'a fait. Et je trouve que c'est marrant parce que Unai Emery, dans son livre, je l'ai feuilleté tout à l'heure, disait que c'était un joueur trouillard. Et j'ai du mal à comprendre comment Unai Emery, joueur trouillard, ancien joueur trouillard et nouveau coach, on va dire, arrive à justement les désinhiber complètement, parce que Kimpembe a fait ce que Thiago Silva n'avait jamais fait depuis des années, c'est-à-dire casser des lignes et pas pleurer. Voilà, il a dit que Rabiot était trouillard, ça non, Emery a dit que lui, en tant que joueur, était trouillard. Et justement, comment tu fais pour insuffler à des jeunes joueurs? Excuse-moi, j'ai pas été très clair. Dernier point sur ce PSG FC Barcelone sur lequel il faut revenir, c'est l'absence du capitaine au monstro Thiago Silva, qui est pour le temps hyper fiable. Et là, il y a imbroglio, il y a souci. S'est-il blessé psychologiquement de peur d'affronter le grand FC Barcelone? Avait-il peu confiance en ses coéquipiers? C'est vraiment ce qui se dit, même au sein du club. Il y a un doute sur sa blessure au mollet, son absence à Bordeaux et contre Barcelone. Aujourd'hui, vous pensez quoi de Thiago Silva, d'autant plus après la performance de Presnel Kimpembe? C'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. J'ai du mal à y croire, en fait. Cette espèce de rumeur comme quoi c'est une blessure psychologique par
pression ou peur, ou je sais pas comment. J'espère vraiment que c'est pas vrai, parce que ça serait dramatique. Après, on se souvient de lui sur la séance de penalty en Coupe du Monde face à la Colombie, où il est en larmes, comme un petit garçon de 15 ans qui vient de se faire larguer pour la première fois. Donc, c'est pas non plus des attitudes rassurantes, mais là, s'il est capitaine et que c'est lui quand même le socle défensif de cette équipe, qui a encore un match retour et des quarts de finale, on leur souhaite et tout à jouer, s'il se met dans cette état à chaque fois qu'il y a un gros match. Non, mais ça t'explique pourquoi il n'y avait pas de... C'est un Brésilien fragile. Non, mais ça t'explique pourquoi il n'y avait pas... On a toujours dit qu'il n'y avait pas de patron dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et tu disais, mais attends, il y a Thiago Silva, avec l'expérience qu'il a, avec ce qu'il dégage même quand il est sur la pelouse. Je ne comprends pas que ce soit pas un patron. Et en définitive, quand tu vois... Enfin, si c'est vrai, comme tu le dis, parce qu'on n'en a pas la certitude. Ouais, conditionnel quand même, c'est mieux. Ouais, mais bon. Mais ça veut dire qu'il est fragilisé au sein du club, parce que c'est quelqu'un du club qui fait fuiter cette information-là. Donc c'est qu'il est fragilisé. Je dis au-delà du fait que peut-être il y ait fragilité ou pas, c'est vrai que dans les gros matchs, il a souvent fait des grosses bêtises, le petit Thiago Silva. Hein. Même si, genre des mains par exemple à Chelsea, ou des trucs comme ça. Après, il a marqué un but avec après. des mains baladeuses, ouais. Mais je sais pas. Non, la pression. Thiago Silva, il y a comme l'ombre d'un doute. Moi, après, je suis fan. Je trouve que c'est ouais, un immense ouais. joueur, anticipation extraordinaire, vision du jeu technique. Mais Exact. là, sur ce grand match, il n'était pas là. On verra pour le match retour. On termine ce focus PSG FC Barcelone avec la blague du jour, car je suis très bon public. Elle circule sur Twitter énormément. 4 Barcelonais rentrent dans un bar à Paris. 4 Coca Light SVP. Non, j'en ai plus, mais je peux vous mettre 4-0 si vous voulez. Allez, c'est festival. Et c'est l'heure désormais du grand débat spécial venu de John Rachid avec nous aujourd'hui. Où va l'OL, bien sûr. Débat. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Un quart d'heure encore avec nous. Les jingles ne durent jamais assez longtemps pour qu'on fasse des petites pauses, débriefs, débats. L'OL est largué dans la course au podium en Ligue 1. Désolé pour toi, John Rachid, mais il faut le dire. Ils sont minés par quelques querelles internes au sommet du club. John Rachid va analyser ça pour vous dans quelques instants. Alors, que doit faire l'Olympique Lyonnais? Jouer uniquement tout sur l'Europa League ou continuer à espérer que Nice dégringole de sa 3e place? Alors, je pense que je pense que l'Europa League, là, c'est cool. On est sur des petites équipes et tout. 4-1 contre Alkmaar jeudi soir. Nous aussi, on a mis nos 4 buts, mais je pense que là, pour l'instant, c'est qu'encore des petites équipes qui font pas trop peur. Si on continue à monter, ouais, je le dis, j'en ai rien à foutre. Si on continue à monter, je pense qu'il peut y avoir des difficultés. Et moi, je pense que avant l'Europa League, parce que il faut se concentrer sur le championnat en fait. Moi, vraiment, tu penses que la remontée est possible? 12 points de retard c'est sur Nice. compliqué avec vraiment, on a perdu le match qu'il fallait pas. Et je pense que moi, vraiment, j'ai une analyse. Je vais me faire insulter encore. Je me fais insulter sur Twitter. T'es habitué. J'en ai rien à foutre. Toute ma vie, donc non, mais moi, je pense que c'est vraiment, il y a un moment, faut faire quelque chose avec Genesio. Ouais. Même après. On va parler du cas Bruno Genesio dans un instant. Garde tes billes. D'accord, On fait juste le tour de table sur l'Olympique Lyonnais. La situation aujourd'hui, vous en pensez quoi, Manu? Il faut clairement jouer sur l'Europa League. Je crois que tu as 13 points de Nice au championnat. Alors Nice, on sait, ils sont pas très bien en ce moment, mais je veux dire, Lyon a besoin de ce titre, enfin en tout cas de ce beau parcours européen, je pense. Et c'est surtout la génération des Lacazette et de tous ces mecs-là qui a besoin. Avant de boucler la boucle, puisqu'on sait que Gueïda Fofana a pris sa retraite, puisqu'on sait que Clément Grenier est parti à la Roma, je pense que ce serait bien de finir sur une très belle aventure européenne. Avant de boucler la boucle, il y a Lyon-Dijon, 17h ce dimanche, 26e journée de championnat. John Rachid sera devant, mais pas pour supporter Bruno Genesio apparemment. Ben non, mais c'est même pas ça, c'est parce que quand même c'est quelqu'un du club et ça fait longtemps qu'il est là, donc je suis quand même très lyonnais et très fier de tous les choix, même s'ils me font chier, j'ai le droit de les discuter. Moi je pense qu'à un moment... On voit son bilan en plus, le Genesio, à 30 victoires, 20 défaites. Non mais c'est horrible, c'est vraiment... Il y a un moment, faut se réveiller. Et puis Jean-Michel Aulas, à chaque conférence, à chaque fois, il nous dit « Mais ça va aller, tranquille, on a confiance en notre coach. » Bah non, nous, on n'a plus confiance en fait. Vraiment, il y a un moment, il faut faire quelque chose parce que ça se complique. Qu'est-ce qui fait de mal? Mais en fait, moi, à chaque fois, écoute, je te jure, à chaque fois que je regarde un match, à la 60e minute, il fait un choix de changement. Je dis, mais pourquoi t'as pas fait ça au début? À chaque fois, et ça arrive à chaque fois. Toi qui as des contacts justement au sein de l'effectif. Il connaît les joueurs. il est proche des joueurs. Justement, non mais voilà, est-ce que juste il a déjà engueulé une seule fois alors ça, j'ai pas un demandé. Lyonnais J'ai pas demandé depuis qu'il est arrivé. Non, j'ai pas demandé. Non mais sérieusement, parce que t'as l'impression que c'est un peu comme Olas. On dirait que c'est un peu un papa poule. Tu sais, à chaque fois, regarde le parcours. Oui, mais alors ça, c'est un truc qui marche jamais de toute façon. Tu mets un formateur en tant que coach principal d'une équipe professionnelle, ça ne marche jamais. Il faut arrêter. Ou alors, tu as 2-3 contre-exemples. Les gens sur Twitter ou sur les réseaux sociaux nous les donneront. Mais tu as l'impression qu'il les défend tout le temps. Tu sais, ils volent toujours à leur secours. Il pointe du doigt, c'est très paternaliste. C'est jamais résolu. Franchement, que ce soit dans la direction et tout, etc. Lyon, j'ai l'impression que ça fait très famille en fait. Ouais, mais c'est vraiment, il y a la tourne qui est là depuis longtemps. Trop en fait. Ouais, je sais. Sur Genesio, oui, on le voit là. Moi, je pense que c'est vraiment ce problème de
régler, je vois pas d'autre solution personnellement. On peut prendre qui on veut, on peut acheter qui on veut. Si on n'a pas un meneur d'hommes efficace, ça va pas le faire. Moi, je te jure, à chaque match, il fait un changement et je dis mais ça pourquoi au début t'as pas fait en fait? L'autre solution ça pourrait peut-être être que Jean-Michel Aulas tweete sur autre chose que Bruno Genesio, qu'il détourne l'attention des médias sur autre chose comme il sait le faire. On avait fait un petit best-of de 3 tweets excellents de Jean-Michel Aulas. Oh les autistes, j'ai répondu à une invitation de votre président. Là c'était à l'époque des problèmes avec Saint-Etienne, enfin non c'est récurrent, donc là c'était en 2015 mais on pourrait en sortir d'autres. Il y a eu les soucis où il répond carrément aux Forez libres, sois gentil, retourne chez ta maman. Et il y a eu d'autres messages comme sur ces problèmes à l'époque avec Vincent Labrune en 2015. Je ne fais que remettre à sa place ce faux cul. Voilà, donc c'est fantastique, c'est son et lumière, c'est du grand spectacle sur Twitter. Tu connais mes tweets, Thibaut. Ouais, Jean-Michel. Ça vient de Lyon, c'est ces trucs comme ça. Tu connais mes tweets. Ils ont la même passion on pour est Twitter, agressif. Jean-Michel Aulas et John Rachid. On est un peu agressif de temps en temps, mais je sais que Jean-Michel, dans toute la France, est un peu détesté. Il t'a déjà répondu sur Twitter? Non. Moi, le maire de Lyon, oui, mais lui, non. Tweeter pour que John Rachid ait un tweet de Jean-Michel Aulas. En France, moi, à chaque fois que je vois un tweet sur Jean-Michel Aulas, c'est pour le descendre. Tout le monde a de la reconnaissance pour le travail qu'il a fait, le stade, le projet, le fait qu'il soit parti quand même d'assez bas avec l'OL. C'est ça, que ce soit notre président ou pas, moi j'adore ce mec. Vraiment, que ce soit, c'est un chef d'entreprise, il a son entreprise, il gère l'OL, mais magnifiquement. On dirait un père de famille, je te jure, on dirait plus un chef d'entreprise. Oui, grand-père de famille. Un grand-père de famille, mais il a été tellement efficace, et regarde ce qu'il a fait avec le stade. Moi, ce stade, faut y aller. Mais les temps changent, les générations se succèdent, et au bout d'un moment, il a toujours la même recette. Donc, faut peut-être, moi, ils ont quand même énormément de mal, Lyon, à s'ouvrir sur l'extérieur, que ce soit avec des coachs ou des nouveaux joueurs. C'est très compliqué de rentrer dans ce vestiaire et depuis des années. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Lyon, c'est très famille, c'est vraiment très petit cercle lyonnais et tout, etc. C'est le premier truc à faire. Mais regarde Genesio, pour preuve où il est en galère, j'ai vu un tweet où il avait fait une déclaration où il faut s'inspirer d'Unai Emery sur ce qu'il a fait sur le côté. Donc tu vois bien qu'à un moment, le mec, il a pas trop de solutions non plus. Mais après, on sait pas, on n'est pas dans le vestiaire, on parle en tant que supporter, c'est tout. Mais vraiment, moi, je pense que ça peut aider. Voilà, moi, je donne une info. De le dégager. De le laisser dans le staff. Laisse-le dans le staff, il était bien dans le staff. Ou au centre de formation. Voilà. Il a fait un super boulot au centre de formation. Par contre, comme tu dis, il faut, je pense, casser cette mafia lyonnaise en venant. Et tu prends pas un entraîneur français, tu sais que tu as vu passer dans tous les clubs, type Elibop ou je sais pas qui, on peut en citer 10 000. Il faudrait vraiment prendre un étranger qui arrive avec des vraies idées. Oh là oui, par exemple. Voilà. Un petit mot sur l'Olympique Lyonnais toujours. On parlait de la fin de cycle de Bruno Genesio. Il y en a un qui va partir en fin de saison. C'est lui qui l'a annoncé il y a 15 jours au Canal Football Club. Alexandre Lacazette, là depuis 2010. Il a mis pléthore de buts, plus de 200 matchs, mais plus de 100 buts. Magnifique. Avec Lyon, c'est votre star, votre buteur, John Rachid. C'est grande tristesse de le voir partir, mais pourtant il continue de planter. Il n'est pas parti, hein. Ouais, il n'est pas parti, on ne sait pas encore. C'est une tristesse et en même temps, je pense que c'est bien pour lui, il le faut. Mais évidemment, à Lyon, il marque pratiquement à chaque fois et il est efficace. Il a été sifflé pourtant lors du dernier match à domicile. Oui, mais ça, c'est n'importe quoi, ça, c'est des supporters chelous. Des supporters chelous. Non, vraiment, ça, je cautionne, mais tellement pas ce genre de débilité. C'est n'importe quoi. Il a jamais autant. Ça t'a pas gêné l'interview quand même, le timing, juste le timing. Je me suis dit, c'est bête de dire ça. Juste pour la forme. Je me suis dit, c'est bête de dire ça. C'est maladroit. Est-ce que ça remet en question tout ce qu'il a fait pour le club et heureusement qu'il est là? Ça remet surtout pas la question sur l'amour du club qu'il a. Vraiment, c'est un vrai Lyonnais. Je le connais un peu. C'est vraiment un Lyonnais. Il marque un but, il embrasse l'insigne de Noël. Vraiment, c'est complètement bête cette polémique. Mais bon, c'est du supporter de foot, ça réagit à chaud. Et après, oui, évidemment, c'est pas un très bon timing, mais il continue à marquer, il continue à jouer, il continue à donner. Quand il va sur un terrain, tu le vois même dans les tribunes. Il est là, il a envie, il engueule les autres quand ça se passe pas. C'est vraiment un des leaders. Bon, toi qui as un pied dans ce vestiaire lyonnais, fais quelque chose. Non. Ça y est, on a compris. J'y suis allé une fois, c'est tout. Toi qui regardes sur les transferts de l'Olympique Lyonnais. J'aimerais tellement, putain. Bon, allez, on termine ce débat, on le conclut par une image du kiff de tout gardien de but qui se respecte. 96e minute en Australie. Le gardien est monté, égalisation, 2 buts partout, reprise de la tête, c'est pas Anthony Lopez qui vous ferait ça à Lyonnais. Rappelez Pascal Olmeta. Non, Lopez, il a fait un match. Regardez cette reprise et la folie ensuite de toute l'équipe, 2 buts partout et prolongation en Australie. Voilà la petite image de la semaine. Direction le top 5 de ce First Talk Foot, les pires ratés du foot français. À tout de suite. Cristiano Top 5 du jour, les pires ratés du foot français. Numéro 5, le 0 pointé de l'OM en Ligue des Champions en 2013. C'est quoi ce top 5 de merde là? Ça va, va pas la tête. C'est pas le pire, ils sont 5e, ça va. C'est quoi Ils étaient là dans la poule de la mort en Ligue des Champions. Voilà, Premier club. ça plutôt.
Et c'était le premier club français à ne pas avoir marqué de points en phase de poule. Et c'est le premier club français à avoir gagné quand même la Coupe d'Europe aussi. Non, mais c'est bien d'avoir toutes les infos aussi. Bon, ok, on évacue ce numéro 5 parce que là, ça va partir en live. Le numéro 4, Maribor OL. Encore quelqu'un de concerné sur ce plateau apparemment. 25 août 1999. Non, c'est toi, hein. Ah là, c'est pas vrai, je crois que c'était Maribor toi. OL. Maribor, c'est toi. Ah oui, d'accord, d'accord. OL, Olympique Lyonnais, d'accord, 25 d'accord. août 1999, tour préliminaire de la Ligue des Champions. Défaite 1-0 à l'aller, défaite 2-0 au retour contre Maribor, alors que l'OL avait monté une grande équipe cet été-là. Que s'était-il passé, John Rachid, Manu? Pas grand-chose. Alors voilà, comme ça, là, si tu montes pas d'image, je vais rien me rappeler du tout. Maribor, bon, Vraiment, ouais, Maribor, je sais ça même veut pas dire quelle Il y avait équipe une c'est. touche, C'est un mauvais souvenir. Non, mais Maribor, je me rappelle même plus de quelle équipe c'est. Ça l'a pas marqué alors. Slovène, non? Maillot violet dégueu et tout. Bien là. sûr, Slovénie, ça je a été crois. un traumatisme pendant des années. Place Bellecour, ils marchaient comme ça, les mecs. Non, ils perdent 1-0. Si tu montes les images, c'est sûr que je me Mémoire rappelle. sélective, Non, nos amis Non, lyonnais. mémoire visuelle. Les images, je m'en rappelle. c'est L'argent sûr. qu'il nous a fallu pour te faire venir, on n'a pas pu le mettre dans les droits à l'image. On n'a pas Non, pu non, ressortir mais un match de 99. C'était sûr que je m'en rappelle plus. En fait, ce qui était énorme, c'est que je crois qu'ils perdent 1-0 à l'aller à Gerland. Si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi si je dis C'était bêtises. quoi, équipe Tony Vérel Voilà, c'est quand Ouais. Sonny Anderson, Pierre Lègle, etc. arrivent. Et je crois qu'ils perdent 1-0 La brosse. à Gerland au La brosse, match aller. Pierre Lègle. Et tout le monde se dit non, mais c'est parce qu'ils vont se mettre en jambes et tout. Et t'as beaucoup de supporters qui s'étaient déplacés à Maribor et perdent 2-0. Numéro 3 de ce top des pires ratés des clubs français en Coupe d'Europe 1999. Le 16 mars, Bordeaux se rend à Parme, une belle équipe de Parme à l'époque avec Cannavaro, Thuram et compagnie. Dites-moi aussi si je me trompe, mais je crois que c'était cette époque-là. Ouais, et Bordeaux prend 6-0 à Parme en quart de finale de la Coupe UEFA alors qu'ils avaient gagné 2-1 à l'aller. Comment on prend un 6-0 ? Je sais pas ce qu'on fait ensuite. Ouais, Demande à Barcelone. Non, et surtout, si tu te rappelles bien, au match aller, ils gagnent 2-0 à l'Escure. Et ils mènent 2-0 à l'Escure en dominant outrageusement. Et je crois qu'ils encaissent le but de Crespo, qui est une sorte de Madjer, dans les 5 dernières minutes de jeu. Et donc, si tu veux, c'est rageant parce que tu te dis que tu pars avec un autre avantage à Parme, quoi. Numéro 2 de ce top des pires ratés des clubs français en Coupe d'Europe, le Paris Saint-Germain recevait la Juventus de Turin en Super Coupe d'Europe aller le 15 janvier 97. Nicolas Anelka venait tout juste de signer à Arsenal, mais il y avait quand même Pouget, Fournier, N'Goti, Et Rai, tonton Flingueur. Daniel Kennedy dans cette belle équipe de Paris et ils prennent un 6-1 au Parc des Princes. Ça fait mal, très mal. Moi, j'ai une anecdote sur N'Goti. Ah, Bruno Alors, N'Goti. elle est nulle, hein, elle sert à rien. Ancien Lyonnais. Mon prof de sport au collège, c'est son frère. C'était Raymond N'Goti. Ah ouais, en effet, C'était son là. frère, mon prof de sport au collège. Voilà, c'était le frère d'N'Goti. Et il avait une grosse frappe. Voilà. Non, il était vraiment très calme par rapport à son frère. Vraiment. Ouais, il est calme, On faisait Bruno très peu de N'Goti. foot. C'est juste quand il tire les coups francs. On faisait très peu de foot en plus avec lui. Je lui demandais, mais pourquoi on joue pas au foot? Ouais, C'était c'est- vraiment son super frère. intéressant. Voilà, je savais que c'était pas très intéressant, mais je l'ai dit. Petite anecdote on le voit, de vie. Visuellement, ça se voit qu'il est ravi d'avoir cette petite Je anecdote. finance le long métrage. Il y a deux trucs qui me viennent là. Et on a le numéro 1 de ce top des clubs français les pires ratés en Coupe d'Europe, c'est pour Erwan. Et- Ouais, celui-là, il me plaît parce que c'est un drame humain avant tout. C'est Nantes en 95 qui est premier du championnat de France et qui, Loco, Pedro Suarez. et qui se déplace à Leverkusen, qui est petit 8e de Bundesliga. Et David Marot, qui est le gardien titulaire, blessé. Dominique Casagrande est blessé. Éric Loussoir, le troisième gardien, est blessé. Ils vont chercher l'entraîneur des gardiens, Jean-Louis Garcia. Déjà, il a un nom à être de victime d'entrée. Et il est dramatique sur le match. Ils prennent 5-1 là-bas. Il est dramaticos, alors que le Nantes avait quelques ambitions dans cette C3 de l'époque. Et en fait, ils prennent 5-1 là-bas à Leverkusen. Et au retour, ils feront 0-0. Ils n'arriveront pas à marquer. Et voilà, donc c'était l'entraîneur des gardiens qui était au chômage un an plus tôt, qui avait fait une reconversion pour être entraîneur des gardiens, qui est obligé de prendre une licence. Souvenez-vous de cette histoire, voilà, ça m'a fait beaucoup rire, c'est un drame humain. Et d'ailleurs, il ne veut plus jamais parler de cette histoire dans les interviews, il a tout Mais refusé. Jean-Louis, il avait quel âge à l'époque 30... Moi je te dis, ouais, il va avoir, je sais pas, Ah oui, 30, c'était pas 35, genre du 36, 37. 50, Ah non, 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 il le n'a pas vieux 50 qui est piges là, non plus. quoi. Mais voilà quoi, et allez voir les images, ça les peut se gens retrouver. oublient ça, hein. Les gens oublient, t'avais raison, Allez hein. voir sur le premier but, il y a une frappe de 35 mètres, il est dramatique. Comme Ça tombe bien, il voulait plus qu'on en parle, c'est parfait. En tout cas, on salue nos Jean-Louis, amis. on l'embrasse. On salue Jean-Louis, on salue nos GLG. amis nantais qui nous regardent. Et on passe au traditionnel, au futur traditionnel quiz, comme c'est notre vraie première du First Talk Foot, le quiz. Quiz, on mettra un seul Z, deux Z, ça dépend des religions. En tout cas, aujourd'hui, on démarre avec un quiz. Qui suis-je? Qui suis-je? Alors, qui suis-je? Je suis un attaquant virevoltant. John Rachid est un attaquant virevoltant. Pascal Que Louma. Mar aussi. Valbuena. Je suis à la retraite. Frédéric Piquion. On m'a Ludo appelé pendant longtemps le rocker ou le gitan. Tony Vérel. Ah, Tony Vérel. c'est ouais, Vérel, ouais, bien vu. Bien vu, Tony Vérel, il Vérel. l'a. J'ai joué à Nancy, j'ai sorti un album de slam, j'ai fait un séjour en prison. Luc Long. J'ai été actionnaire d'un club comme Guignon qui a fini en liquidation judiciaire. J'ai aussi une coupe de cheveux culte
que John Rashid porte souvent dans La nuque ses... longue. La nuque longue, il C'était adore avant, dans c'était ses avant. vidéos. C'était avant. Vous pouvez voir dans ses vidéos les plus anciennes, en effet, il la porte très C'est bien. vrai que Tony Vermeer, j'aimais bien J'ai Tony calaché Vermeer. en sortie de boîte aussi avec mes frères. Oui, normal. Normal. Normal, y a pas de problème. Petit accrochage en boîte et on finit Petit ça à la Sega, calage tranquille. en effet. Encore une guignon. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi ce First Talk Foot. Bientôt. On est les parrains, on est les parrains. Ah non, c'est un quiz, ok. C'était juste Génial. un petit, ouais, parce Ok, qu'on je a termine. déjà dépassé le timing. On a déjà dépassé le timing du jour, donc on a écourté un petit peu. N'hésitez pas à participer à l'émission dans les commentaires. Des questions en vidéo et on vous diffusera, tout comme l'intervention de Romain Molina. On le remercie, l'auteur du livre sur Unai Emery, qui nous a fait la gentillesse de nous parler d'Unai Emery. Le compte First Team Foot sur Twitter a ouvert. Allez-y sur Twitter. D'autres choses à rajouter. Snapchat, on est toujours présent. On donne rendez-vous à la First Team dès lundi, First Talk et les matinales de Thomas et Erwan Sur pour la parler, NBA, évidemment. NBA, bien sûr, surprise, puisque la First Team, c'est le foot, mais c'est surtout la NBA. Faites passer le mot à vos potos si vous avez apprécié. Nos amis invités du jour, foncez les voir sur leur compte YouTube, au cinéma, à Hollywood, puisqu'ils sont de partout. Moi, je suis rapproché avec Steven. Bah, je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Non, je peux pas en dire Steven plus. S. Non, je peux pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à la régie d'avoir suivi Polo et tous les amis. Un petit. Piège en mer 8. Non, ouais, je suis très content d'être le parrain de cette émission parce qu'on peut le dire, tu l'as pas dit, nous on le dit, on est les parrains. On en a plusieurs. La première fois que j'ai fait une émission à la télé, je me suis tapé la honte, j'avais un col V avec toi, c'était avec toi. Aujourd'hui, je suis C'était venu en la col belle époque. roulé tellement je flippe. Voilà, Maintenant, dès qu'il vient dans une de mes émissions, il met quelque chose col roulé. impossible à voir en dessous. Mais à l'époque, il avait pas de pec. Hein. Non, il n'y avait pas de pec, il y avait C'était juste un un col col roulé. roulé. On Un col en V, col en On V. postera la photo parce que c'est un beau dos quand même. Allez, merci de nous avoir suivis. À très vite sur les comptes sur la chaîne de la First Team.